Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là avec nous, connectés depuis chez vous, depuis votre bureau, depuis la France et l'Angleterre. Vous êtes tous présents avec quelques minutes de retard. On s'excuse pour ça, il y avait un petit souci technique de connexion. Mais en tout cas, voilà, vous êtes tous réunis pour assister à ce séminaire qui marque la fin du programme BCHT, le Biocultural Héritage Tourisme. Je le dis bien sans accent anglais, parce que je ne parle pas anglais, pardon pour les amis qui sont de l'autre côté de la Manche. Un programme donc, qui aura duré 3 ans et qui, vous le savez très bien, va s'achever à la fin de l'année. On va être ensemble pendant 2 jours. On va vous présenter ce séminaire à travers 4 émissions, ce matin, cet après-midi, et puis demain aussi, une émission par demi-journée, avec des objectifs différents. Aujourd'hui, on va plutôt s'attacher à présenter les outils imaginés à destination des gestionnaires de biosphère, et puis demain, on sera plutôt sur des outils imaginés à destination du grand public. Bon, vous avez le temps de découvrir tout le programme qui est dense, qui est riche, et on aura beaucoup de témoignages. Mais avant cela, en guise d'ouverture de ce séminaire, je vous propose de regarder et d'écouter le message que nous a envoyé Sophie Waraud-Lemaire, qui est présidente du Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Elle est aussi conseillère départementale du Pas-de-Calais et représente la réserve de biosphère du Marais audomarois. C'est cette réserve qui, vous le savez, organise, vous propose et présente ce séminaire de clôture. On écoute donc Madame Waraud-Lemaire qui ne pouvait pas être là, mais qui tenait à s'adresser à vous. Regardez. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers amis, je suis très heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui, certes par visio interposée, mais c'est forcément ces moyens numériques qui vont nous permettre de nous retrouver ensemble, collectivement, par écran interposé, certes, mais qui permettra de clôturer ce beau projet collaboratif, ce projet Interreg BCHT, Biocultural Heritage Tourism. Je vais me présenter d'abord, Sophie Waraud-Lemaire, je suis présidente du Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Et à ce titre, je suis très heureuse de vous parler dans cet écrin magnifique qui est le Marais audomarois. Vous voyez là derrière moi un tout petit aperçu et j'espère que vous pourrez le découvrir postérieurement. J'aurais préféré forcément vous accueillir sur un back-off et vous emmener un petit peu dans ce beau marais, à la rencontre pourquoi pas des maraîchers. Mais voilà, je pense que partie remise et je suis très heureuse en tout cas de pouvoir vous parler. Alors nous sommes ici dans un but très précis, c'est la semaine de clôture de ce travail collaboratif entre les 4 réserves de biosphère. Moi, je suis très heureuse de ce projet qui s'est initié. Alors, je vais citer les 4 réserves, ce sont forcément les plus magnifiques, même si le Marais audomarois l'est tout autant. Les réserves de biosphère de Nord-Devon, de Brighton, de la mer et des îles d'Iroise et le Marais audomarois. Voilà, donc moi je suis très heureuse de voir que collectivement on arrive à réfléchir à ces problématiques d'accueil de visiteurs. J'ai été présidente de Pas-de-Calais Tourisme jusqu'à il y a quelques semaines et je veux à ce titre remercier aussi les partenaires Pas-de-Calais Tourisme et l'Université d'Exeter qui nous ont aussi accompagnés dans ce travail et tout l'enjeu, et je mesure cet enjeu, c'est d'accueillir de façon exceptionnelle les visiteurs qui viennent à notre rencontre, qui viennent de découvrir ce territoire d'exception, ces joyaux, ces pépites, mais aussi en allant et en revisitant la façon d'accueillir vers un tourisme durable, vers un tourisme qui permet de préserver ce lien nature et homme. C'est tout l'enjeu des réserves de biosphère, c'est tout l'enjeu de notre travail collaboratif. J'espère qu'il aura porté ses fruits et dans quelques instants, vous aurez justement ce résultat de ces analyses et ces travaux. J'espère que vous passerez un excellent moment en échangeant. On sait que c'est toujours des échanges passionnés, des échanges de gens passionnés et passionnants. J'aurais vraiment aimé participer avec vous. Malheureusement, un agenda contraint fait que je ne serai pas parmi vous, mais je serai avec vous par la pensée. Et j'espère que ces travaux vous permettront de venir ultérieurement dans un prochain échange. Et je pense que des dates seront prises pour venir ici, physiquement, vous accueillir ici en Marais audomarois. Voilà, bons échanges, passez un excellent moment et à très bientôt et à très vite. Voilà pour ce mot d'ouverture. Alors, on l'a dit, c'est bien la réserve de biosphère du Marais audomarois qui organise ce séminaire de clôture du projet BCHT. Alors, c'est une bonne idée, je trouve, que de découvrir en images cette réserve, histoire de nous plonger dans son environnement, comme on vient de l'entendre, assez particulier, assez singulier. Regardez en images. Dans ce petit coin de planète, l'homme et l'eau sont alliés.
Leurs histoires mêlées commencent il y a 13 siècles. Des moines entreprennent de domestiquer l'Aa, rivière qui se disperse alors en un vaste marécage. Au fil du temps, on creuse des rivières et des fossés, qu'on appelle ici des wateringues et des watergans, mais aussi des étangs pour élever des poissons. On creuse pour extraire de la tourbe qui, une fois sèche, chauffe les maisons et laisse place à de nouveaux étangs. On bâtit des digues, des moulins, des portes d'eau et des vannages. Une mosaïque de terre et d'eau de 3726 hectares émerge du travail des hommes et de la puissance de l'eau. Le marécage devient marais, on y produit des légumes, on y élève des animaux, on y pêche du poisson. Grâce aux canaux, on circule en bateau jusqu'à la mer et à Paris. Bientôt, la voie ferrée puis la route prennent le relais. Des milliers d'espèces trouvent un habitat favorable. Des fleurs, des oiseaux, des insectes, des chauves-souris, des poissons. Certaines espèces qui vivent ici sont extrêmement rares. La réserve de biosphère du Marais Audomarois a été créée pour protéger cette mosaïque unique. Elle célèbre les interactions millénaires entre l'homme et l'eau qui ont façonné les paysages et les maisons, les activités et les métiers, les savoir-faire locaux et l'industrie, la culture et les coutumes. La réserve de biosphère se donne aussi pour ambition de préserver les interdépendances entre êtres vivants. L'intensification des activités humaines, particulièrement marquée depuis 60 ans, met en péril le fragile équilibre du marais. Ainsi, par exemple, depuis le milieu du XXe siècle, un grand nombre de fossés et de petites parcelles ont disparu. Comme partout sur la planète, la biodiversité subit une violente érosion qui met en danger l'ensemble de l'écosystème du marais. Pourtant, c'est bien la diversité des espèces et la qualité des habitats qui permettent aux vivants de s'adapter aux changements, comme le dérèglement climatique ou la modification des espaces par l'être humain, et de maintenir des conditions favorables à la vie. La réserve de biosphère est un cadre pour accompagner et imaginer les changements nécessaires afin que les êtres humains puissent continuer de vivre de leur travail dans un espace écologique riche et vivant. Le Marais Audomarois a été reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le 28 mai 2013. À l'échelle mondiale, les réserves de biosphère forment un réseau de coopération et d'échange autour du développement responsable des territoires. La réserve de biosphère du Marais Audomarois porte ainsi des programmes d'action pour le développement de l'écotourisme ou pour l'éducation à l'environnement. Elle anime un réseau d'éco-acteurs du territoire. Elle organise des démarches de concertation entre les différents utilisateurs du marais et favorise l'émergence de projets innovants. Le Marais Audomarois est le fruit d'une laborieuse et patiente évolution, d'une fructueuse et permanente interaction entre les êtres humains et leur milieu. Alors que les équilibres écologiques menacent de se rompre, il nous appartient, avec la même ténacité et la même patience que nos ancêtres, d'inventer les solutions qui permettront à l'homme et à l'eau de rester alliés au service de la vie pour de nombreux siècles encore. Je n'entends pas. C'est là. Bravo à la réserve de biosphère du Marais Audomarois pour cette vidéo qui à la fois présentait leur environnement, mais aussi rappelait, si besoin était, ce qu'est ce projet BCHT dont on va longuement parler durant 2 jours. Juste une petite info pratique, technique pour vous qui êtes connectés. Il y a un chat sur votre interface, vous l'avez vu. Ce chat, il vous sert à parler entre vous si vous avez envie de vous raconter des trucs, mais surtout, il vous sert à poser des questions et à intervenir dans nos débats. Moi,
je l'ai ici sur la tablette et je vais le suivre et je pourrai à des moments précis prendre vos questions et les poser aux différents intervenants parce que ce séminaire, vous vous doutez bien qu'il n'est pas fait que de vidéos et de moi qui vous parle, mais au contraire, il va être fait de beaucoup d'interactions, de beaucoup d'interventions des différents acteurs de ce projet BCHT, des 4 réserves de biosphère concernées. On va revenir tout de suite aux origines du projet. On va essayer de reposer ici les bases du BCHT et ça, on va le faire avec vous, Adeline Gladieux. Vous êtes la chef de projet, tout le monde vous connaît, je crois, dans ceux qui suivent le séminaire, ou presque tout le monde, chef de projet du BCHT. Vous êtes en direct avec nous depuis Barnstaple, c'est dans le nord d'Evon, une des 4 réserves de biosphère. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Ouais, super bien. On est content d'être là ensemble pour ce séminaire. Alors, vous allez revenir donc pour nous sur les origines, la genèse un petit peu du projet BCHT, les enjeux, etc. On va rappeler peut-être que déjà, je l'ai dit rapidement, c'est un projet ancré sur des territoires précis et donc avec des partenaires très précis. Oui, c'est ça. En fait, c'est un projet qui rassemble 8 partenaires. Donc, c'est des partenaires qui sont situés dans le nord de la France, donc ça va donc du nord jusqu'à la Bretagne et également dans le sud de l'Angleterre, donc autour de Brighton et du nord d'Evon. Alors, est-ce qu'on peut... Il y a des slides qui vont nous montrer ça. Alors, si on rentre dans le détail plus précisément pour vous comprendre les territoires et comprendre les partenaires. Voilà. Donc, du coup, c'est les 8 partenaires dont vous avez les logos à l'écran. Donc, ces partenaires, en fait, ils ont décidé de travailler conjointement pour trouver des solutions et aider les 4 réserves de biosphère. Donc, c'est la slide qui est juste après. Voilà. Donc, les 4 réserves de biosphère qui sont situées sur le programme Interreg. Donc, il y en a une qui est dans le nord d'Evon, donc la réserve de biosphère du nord d'Evon, Brighton et Lewishdown dans le sud-est, le Maréo d'Aumarois, donc qui nous accueille aujourd'hui pour cette conférence, et Ille-et-Mer-d'Iroise en Bretagne. Donc 4 réserves sur la zone France-Manche-Angleterre. Hein. C'est ça qui est intéressant et qui était très particulier dans ce programme BCHT finalement. Hein. C'était ce côté transfrontalier, transmanche en fait. Alors BCHT, Interreg, c'est complexe. Dit comme ça. C'est complexe. Vous nous en dites un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est un projet qui est financé par Interreg. Donc, Interreg a plusieurs programmes. Ce projet est financé dans le cadre du programme France-Manche-Angleterre. Donc, c'est des programmes des projets de coopération entre, du coup, le sud de l'Angleterre et le nord de la France. L'objectif d'Interreg, c'est de financer des projets à forte valeur ajoutée, des projets d'innovation, mais surtout, du coup, des projets de coopération. Et du coup, l'objectif d'Interreg, c'est d'encourager le développement économique et aussi trouver des solutions à des problèmes communs. Faut savoir que ce projet Interreg, c'est un projet qui coûte en fait 4 millions d'euros et Interreg nous finance à environ hauteur de 3 millions d'euros. Donc, c'est un projet assez conséquent et Interreg est un de nos... Voilà, c'est un peu grâce à Interreg qu'on a pu faire ce projet et qu'on est financé pour achever nos résultats. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que c'est un engagement fort de la part de l'Europe qui a été opéré. Alors, on va rappeler aussi que tout ça, puisque les réserves de biosphère, elles existent par la volonté de l'UNESCO et elles sont labellisées UNESCO. Ça compte beaucoup dans le projet. Oui, exactement. En fait, les 4 réserves de biosphère que vous avez là, elles ont été désignées par l'UNESCO. Hein. Donc, l'une des raisons pour laquelle elles sont désignées par l'UNESCO, c'est pour la richesse de leur patrimoine, donc la faune, la flore, etc. Il faut savoir que cette richesse du patrimoine, c'est une des raisons pour laquelle les visiteurs viennent nous rendre visite. Avant le Covid, on avait à peu près 20 millions de visiteurs sur l'ensemble de ces 4 réserves de biosphère. Donc, c'est quand même assez important, c'est un nombre assez important. Mais du coup, cette forte fréquentation, elle a un impact sur la beauté de nos paysages et aussi sur la qualité de vie des habitants. Alors forcément, avoir un nombre important de visiteurs, ça engendre un impact donc, sur l'environnement, mais aussi sur, par exemple, le trafic, les bouchons, etc. Et donc forcément sur la qualité de vie des habitants. Et c'est la raison pour laquelle on s'est décidé à mettre en place ce projet et à essayer de trouver des solutions tous ensemble à ce problème. Donc, c'était vraiment ça, les enjeux, c'était de partager vos expériences, vos expertises pour mettre en place des outils. C'est ça, c'était de travailler tous ensemble pour pouvoir mettre en place des choses. Alors, il faut savoir que les 4 réserves de biosphère sont
pas similaires, hein. On a des réserves qui sont vraiment axées sur les terres, d'autres qui sont un peu plus côtières, ou comme l'île de la mer d'Iroise, qui ont des îles. Mais on a pu quand même travailler ensemble et essayer de trouver des solutions à ce problème. On a divisé un peu ce projet en 3 réalisations, si je peux dire. Donc la première, c'était bien évidemment de préserver nos sites naturels en essayant de comprendre un peu mieux le flux de touristes dans l'espace et dans le temps. Donc on a par exemple fait des enquêtes visiteurs pour essayer de comprendre. Alors on le savait déjà, on sait que la raison pour laquelle ils viennent, c'est pour la beauté du paysage, mais on a essayé de comprendre un peu mieux le profil de nos visiteurs et aussi essayer de comprendre où pouvaient être les opportunités de développement. Donc là-dessus, on aura une présentation autour d'une table ronde un peu plus tard, il me semble que c'est juste après ma présentation, où les 4 managers des réserves de biosphère pourront donner un peu plus d'informations sur ce qu'on a achevé dans le cadre de cette première réalisation. La deuxième, on a vraiment voulu impliquer les entreprises locales parce qu'il nous semblait intéressant forcément de travailler avec les acteurs du territoire. Et donc, on a par exemple créé un réseau d'éco-acteurs, essayer de les engager autour de ce pourquoi on a cette réserve de biosphère et ce sur quoi on travaille. Donc ça, c'était vraiment le deuxième pilier de ce projet BCHT. Et la troisième, c'était de créer des nouvelles activités touristiques. Donc soit les réserves de biosphère elles-mêmes ont mis en place des nouvelles activités, ou alors on a travaillé justement avec nos entreprises, avec nos acteurs locaux et nos partenaires pour essayer de trouver des nouvelles activités dans les zones un peu moins sensibles de la réserve de biosphère. Ok, et ça a bien fonctionné, c'est ce qu'on va voir pendant ce séminaire de clôture. Donc il y avait, on l'a vu, on a parlé des enjeux, des objectifs, il faut encore préciser peut-être 2-3 choses, Adeline? Parce que non, juste sur les 3 réalisations, je parlais de la première où on va avoir une table ronde. Sur les 2 réalisations suivantes, on va également avoir des présentations. On aura des présentations du réseau d'éco-acteurs et on aura des présentations notamment demain sur les activités qui ont été développées. Après, on a aussi essayé de travailler, et c'était les objectifs de du projet, c'était aussi d'améliorer le comportement des visiteurs et essayer de leur faire prendre conscience que c'est une réserve de biosphère et du coup, il faut qu'on préserve cet environnement pour nous-mêmes et aussi pour les générations futures. Donc, on a essayé de voir comment on pouvait, si possible, influencer le comportement des visiteurs et notamment essayer de leur faire comprendre ce que voulait dire réserve de biosphère. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de visiteurs qui entendent le mot mais qui ne prennent pas forcément conscience de ce qu'est une réserve de biosphère. Et ensuite, on avait aussi un autre objectif, c'était de réduire cet impact négatif du coup sur l'environnement. Donc, comme je vous ai dit, créer des activités. On a essayé d'en créer dans des zones un peu moins sensibles, en fait, des réserves de biosphère qui avaient la capacité d'accueillir un peu plus de public. Et donc, le dernier, c'était effectivement créer ces nouvelles activités en lien avec le patrimoine et la culture. Mais de la même manière, vous le disiez, c'est vrai que le public n'est pas forcément habitué à la notion de réserve de biosphère. Ils sont plus habitués avec les notions de parc naturel, de réserve naturelle. Je ne connais pas les équivalents en Angleterre, mais j'imagine qu'il y a les mêmes choses. La réserve de biosphère, elle est à cheval sur tout un tas de territoires et d'outils préexistants. Alors c'est vrai que c'est compliqué. De la même manière, patrimoine bioculturel, je ne suis pas certaine que tout le monde ait bien compris dans le grand public de quoi il s'agissait. Et c'est vrai que le BCHT, pour cela, est exigeant, en fait. Oui, alors en fait, c'est vrai, hein, vous avez tout à fait raison. Les visiteurs savent qu'ils viennent sur une réserve de biosphère, mais ils ne prennent pas forcément conscience de ce que réserve de biosphère veut dire. Donc, c'était un des enjeux, c'était essayer de faire comprendre aussi aux touristes ce qu'était une réserve de biosphère. Et quand je disais donc créer des activités bioculturelles, c'était essayer de créer des activités qui sont en lien avec les modes de vie, par exemple, local, la culture, le patrimoine, ce genre de choses. Ok, merci Adeline. J'ai juste un doute parce que je n'ai pas les slides sous les yeux. Vous avez encore une slide peut-être ? Non, c'est bon, c'est fini. On me dit dans une de mes oreillettes que c'est bon. Merci beaucoup Adeline Gladieux d'avoir été avec nous là pour l'ouverture du séminaire. On se reverra dans les 2 jours évidemment et puis vous allez suivre comme chacun et chacune les émissions, participer au chat, faut pas hésiter. Alors il y a plein de gens là qui disent bonjour, c'est cool, bonjour à tout le monde. Hein. Je vois tous les messages et puis un peu plus tard vous pourrez poser vos questions. Alors on l'a dit, Adeline l'a largement dit, hein, l'objectif final du BCHT était bien d'aider à définir une stratégie touristique. On peut dire que le schéma d'aménagement et d'interprétation, le master planning pour les Anglais, va y contribuer largement, en tout cas on l'espère, et on en parle tout de suite.
On va parler de ce schéma d'aménagement et d'interprétation, un titre un peu barbare, So we can je me permets de le talk dire, about this mais master pardon, planning, parce que j'ai la traduction which is anglaise qui ne quite sert a pas à grand-chose dans mon complicated oreille. mess. Une traduction, un terme un petit peu compliqué pour finalement parler d'un outil fort utile. Et on va le voir avec nos différents intervenants, un outil qui part d'une base et que chacun ensuite peut et a déjà parfois adapté. Mais ça, on va en parler plus précisément avec vous. Luc Barbier, vous êtes le coordinateur de la réserve du Marais Audomarois et vous êtes en direct, connecté depuis votre ordinateur, comme chacun et chacune. Merci d'être avec nous. Bonjour Luc. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Bon, super, la grosse patate, la grosse forme, pour être avec nous et nous parler de ce schéma d'interprétation. L'idée, elle est née chez vous, au Marais, dans la réserve de biosphère Audomarois. Quel était le point de départ de cette idée de schéma d'aménagement et d'interprétation ? Le point de départ qui nous a unis, c'est qu'on avait fait un constat qu'on avait tous des territoires un peu compliqués où il y avait beaucoup de visiteurs, que ces visiteurs, ils étaient accueillis de façon très diverse et qu'on pouvait avoir des impacts sur certains espaces où il y avait des phénomènes de surfréquentation, de fréquentation importante ou inappropriée. Et que si on travaillait bien collectivement, on devait être en capacité de développer un certain nombre d'outils qui pouvaient nous permettre d'avoir une meilleure répartition des visiteurs, d'avoir une meilleure analyse des territoires pour savoir un petit peu quels étaient leurs potentiels de découverte et d'interprétation. Et du coup, en réfléchissant à ça collectivement, nous, on s'est dit qu'il y a une trentaine d'années, on avait travaillé sur une méthodologie qui s'appelait les schémas d'aménagement et d'interprétation, qui était une méthodologie anglo-saxonne et nord-européenne, et qu'on pouvait réapproprier, retravailler, et éventuellement, c'était un absolu peut-être trop important pour cette fois-ci, de remettre à jour cette méthodologie en l'adaptant avec tous les nouveaux outils dont on dispose aujourd'hui. Et l'idée, c'était vraiment de dire, bon, on collabore, on réfléchit ensemble et on va développer les outils. On va parler du travail fait avec l'université d'Exeter, etc. Mais c'était de dire, il faut mieux aménager, il faut mieux accueillir, il faut mieux gérer les flux. Tout à fait. Il y avait aussi mieux évaluer les niveaux de fréquentation parce qu'on s'apercevait que certains de nos partenaires ici présents, moi je les vois à l'écran, avaient des données très précises. Je vais les présenter. Voilà, on avait des données qui étaient très précises. Nous, on savait qu'on avait des sites sur lesquels on avait une absence de données et que pour prendre les bonnes décisions, il fallait déjà qu'on ait une bonne idée des flux qu'on pouvait avoir, de la période à laquelle ces flux se produisaient et comment, du coup, quels impacts ils pouvaient avoir à la fois sur la biodiversité et même sur l'accès physique au site. Donc, l'intérêt, c'était qu'en travaillant à 4 territoires avec des problématiques très différentes, on était en capacité de trouver des solutions adaptées à des territoires très différents et du coup de faire une restitution très large avec des cas de figure très différents parce que voilà, nous on est très zone humide. Les îles merdiroises, ils sont forcément plus sur un gros caillou posé au milieu de la mer. Donc il y a des choses qui pouvaient du coup amener des réponses différentes à des problématiques différentes, mais sur des cas de figure qui étaient assez identiques tout compte fait. Donc voilà, c'était important de commencer avec vous, Luc, pour poser ces bases-là. Et effectivement, on va dire bonjour et présenter les autres participants à cette table ronde pour parler du master planning. Il y a avec nous Sarah Dobson, qui manage la biosphère de Brighton The Living Coast. Bonjour Sarah, voilà, en direct avec nous. Il y a également Philippe Lenilio, directeur délégué adjoint du parc naturel marin d'Iroise et qui est là pour la réserve de biosphère des îles et de la mer d'Iroise. Bonjour Philippe, j'espère que vous allez bien. Et puis il y a aussi Andy Bell, coordinateur de la réserve du Nord-Devon, qui nous offre un univers bucolique ce matin, puisque a priori Andy est en extérieur, c'est cool. Bonjour à vous Andy, j'espère que ça va bien aussi. Et puis Caroline Peterson de l'université d'Exeter. Bonjour Caroline. Je vais commencer avec vous et vous poser, j'espère que j'ai oublié personne, hein, oui j'ai présenté tout le monde. Quelques questions Caroline pour poursuivre ce que vient de nous expliquer Luc Barbier. L'université d'Exeter a fait un travail très important dans le cadre de ce schéma pour développer des outils, notamment d'enquête sur le terrain, parce qu'il fallait comprendre effectivement pourquoi les touristes venaient, comment ils venaient, à quelle occasion ils venaient. Donc quel type d'outils, comment vous avez commencé à travailler en tout cas sur ce projet ?
Okay, I hope you don't mind if I speak in English. Donc, je suis navrée, je vais parler University of Exeter has played a kind of en anglais. coordination, liaison, Donc, advisory, and in some cases en delivery effet, role. nous avons eu un rôle The main consultatif dans le cadre du projet. Donc, il y a deux outils principaux sur lesquels nous avons travaillé dans le cadre du schéma directeur. Donc, premièrement, une enquête visiteur dont l'objectif était de comprendre les flux des visiteurs ainsi que leur perception. Et nous avons également beaucoup travaillé sur l'outil d'aide à la décision, donc qui s'est intéressé particulièrement à la surfréquentation de certaines zones afin d'identifier des zones de pression et des zones d'opportunité. Nous avons également travaillé sur d'autres aspects supplémentaires. L'enquête visiteur, ça veut dire que vous l'avez, on peut dire, designé en quelque sorte, c'est ça? Donc oui, en effet, nous avons conçu cet outil et nous avons adapté les questions selon les retours que nous avons reçus. Donc, dans la mesure du possible, nous avons développé une enquête commune entre les différentes réserves. Merci Caroline, je reviendrai vers vous tout à l'heure parce que j'ai d'autres questions évidemment à vous poser. Mais avant cela, moi j'aimerais comprendre si aujourd'hui les 4 réserves ont déjà utilisé ces outils. Par exemple, Andy, je disais, coordinateur de la réserve du Nord-Devon. Est-ce que sur votre réserve de biosphère, on a déjà mené ces enquêtes? Est-ce qu'on a déjà récupéré toutes ces données? Vous en êtes toutes, ce master planning? Sorry, was that a question for me? Or was that for someone else? Ah, je crois que Andy... Je suis désolé, j'ai perdu la traduction. Ah, il y a un problème de Andy n'a plus la traduction. Vaut mieux qu'il l'ait, vaut mieux qu'on... Est-ce qu'il faut que je reformule ma question? Oui, si tu veux répondre. Mais il faudrait être sûr qu'Andy a la traduction, ou sinon je vous retrouve dans un instant, Andy, et peut-être que je peux poser la même question à Sarah Dobson, le temps que désolée Andy, mais le temps que la question de la traduction se règle. Est-ce que Sarah, vous avez bien la traduction en français? Oui, je vous vois hocher la tête. Bonjour Sarah. Je rappelle que vous êtes... Hi everyone, nice to be here. Vous managez la réserve de biosphère de Brighton, The Living Coast. Je reformule ma question. J'ai compris que dans le cadre de ce schéma, de ce master planning, finalement, il y avait un enjeu à recueillir déjà tout un tas de données. L'Université d'Exeter a développé des outils. Est-ce que vous êtes déjà à ce niveau-là de la mise en place ou est-ce que vous êtes encore en train de développer le master planning? Donc, actuellement, nous venons tout juste de faire un premier atelier, donc grâce au travail de l'Université d'Exeter, avec notamment des gestionnaires de sites. Donc, c'était vraiment un atelier de présentation. On a présenté le principe, la façon dont nous avions développé l'outil. Donc, expliquer le traitement des données, nos méthodologies, etc. Donc, nos retours ont été très positifs. Les participants ont vraiment apprécié cet outil parce que c'est la première fois qu'on a pu réunir des informations concernant les sites naturels, le nombre de visiteurs, les infrastructures. Donc, combiner c'est vraiment ces deux aspects dans un même outil. Ça permettra vraiment aux utilisateurs d'exploiter ces informations de façon inédite. Parce que c'est vraiment ça l'objectif. Ce que vous espérez finalement, c'est un peu ce que disait Luc Barbier, c'est de mieux comprendre pour mieux décider. Yes, absolutely.
Oui, tout à fait. Et également avec cet outil, donc l'université à Exeter a mis en place des simulations pour la situation à l'avenir, donc pour aider les gestionnaires, les planificateurs, pour voir un petit peu les résultats possibles des différents scénarios. Donc, par exemple, si on met en place une activité ou un changement, l'impact que ça pourrait avoir à l'avenir. Donc, également, on s'est intéressé à augmenter la résilience dans le cadre, au sein de nos écosystèmes. Donc, ça pourrait vraiment être une situation gagnant-gagnant. Donc, le concept est peut-être assez difficile à saisir. Donc, il faut une présentation visuelle et ça a beaucoup aidé et ça a amené beaucoup de retours positifs. Andy, est-ce que ça fonctionne maintenant, la traduction? Est-ce qu'on peut échanger ensemble? Super. Alors, Sarah nous disait à l'instant, c'est vrai que le concept est parfois un peu compliqué à comprendre de la part des partenaires. Il faut expliquer, il faut montrer du concret. Vous en êtes où, vous, dans le Nord-Devon, avec votre master planning? Vous êtes avancé? Vous avez déjà mené des enquêtes? Vous avez des données? Merci pour la question. Alors, nous avons récolté beaucoup de données. On a essayé de mettre ensemble plein de séries de données différentes pour essayer de comprendre les différents impacts. Alors, on a un modèle qui nous montre que si on a des pressions ou des opportunités, on va mettre en œuvre une analyse par rapport aux décisions qui sont prises. Ensuite, on pourra utiliser ce modèle informatique pour identifier d'autres zones de pression ou d'opportunités qui n'avaient pas été identifiées auparavant. Donc, on a des cartes de sortie avec des pressions, mais qui vont également varier selon la saisonnalité. Parce que les pressions ne sont pas les mêmes en été et en hiver. Donc, ici, par exemple, les pressions dans les estuaires au niveau des oiseaux vont varier selon la saison. Donc aujourd'hui, en cartographiant ces pressions selon les saisons, ça nous permet d'aller vers nos parties prenantes et leur montrer, voici la situation qu'il faut éviter et voici la situation vers laquelle on voudrait aller. Donc, les autorités qui s'occupent de l'aménagement et de la planification, ils pourront utiliser ces modèles pour nous conseiller sur les activités touristiques. Donc, nous pourrons travailler aussi avec les agences et les départements du gouvernement qui travaillent sur le tourisme. Donc, en allant vers un tourisme plus durable. Est-ce qu'on peut dire que ces outils réfléchis collectivement et puis avec l'aide, le soutien absolument primordial de l'Université d'Exeter permettent au fond d'objectiver, d'apporter des preuves des pressions subies par les différents sites, alors que ces pressions, finalement, on devait les ressentir déjà, on se doutait qu'elles étaient là, mais là, on apporte du factuel. Je pose des questions trop longues. Oui, tout à fait. Ça nous donne des preuves qu'on peut utiliser dans le cadre de la planification en Angleterre. Parce que cette méthodologie pourra être adoptée en tant que méthodologie robuste et crédible. Donc oui, ça pourra servir à ces fins. Et concernant l'interprétation des cartes, il y a des subtilités parce qu'on a des opportunités et des pressions en même temps. Donc, la question, c'est comment aborder les opportunités, comment aborder les pressions.
Donc, par exemple, s'il y a un point spécifique, on sait qu'il faudra modifier quelque chose. On va largement parler, je pense, de cet équilibre opportunité-pression. On va entendre avant Philippe Le Nilio. Bonjour Philippe, vous êtes le directeur, vous parlez là aujourd'hui et vous représentez la réserve de biosphère des îles et de la mer d'Iroise. J'espère que vous nous entendez bien, que vous êtes bien connectés. Comment ça se passe chez vous? C'est pareil, cette histoire de fréquentation, de pression, de calcul de données, vous en êtes où? Oui, je rejoins Andy sur les préoccupations qu'on partage effectivement entre toutes les réserves de biosphère. Quels sont les flux touristiques qui génèrent des pressions sur l'environnement naturel? Ça, c'est une question qui nous anime tous. Alors, moi, je parle au nom du parc naturel marin d'Iroise, mais j'associe mes collègues du parc naturel régional d'Armorique qui ont fait ce travail de master planning sur les îles habitées. Moi, je me suis consacré au domaine marin. Il a fallu effectivement adapter les questionnaires et les propositions qui ont été faites par Caroline au milieu marin pour arriver à diagnostiquer ces pressions sur le milieu marin. Alors, on a traduit nos enquêtes, par exemple, pour avoir des informations issues des acteurs du monde maritime qui font de la découverte de l'environnement. Et l'analyse des flux sur le milieu marin est un petit peu différente dans la mesure où il faut effectivement adapter un petit peu les méthodes qui sont utilisées sur le domaine terrestre pour permettre de diagnostiquer les mêmes choses, les mêmes préoccupations, encore une fois, sur le milieu marin, mais avec des outils un tout petit peu adaptés, différents. Ça veut dire que vous, les données, vous êtes allés les collecter finalement auprès d'opérateurs, puisque je vais le dire avec mes mots naïfs, mais les touristes qui vont sur la mer, ils n'y vont pas tout seuls en fait, ou très à la marge. En réalité, les flux, c'est via des opérateurs de croisière, de balades, de découvertes, c'est ça, hein? C'est cela. Donc, ce sont ce qu'on appelle des éco-acteurs dans une réserve de biosphère, et c'est eux qui, effectivement, génèrent ces flux. Alors, on a identifié l'ensemble de ces acteurs, on les a interrogés pour diagnostiquer quelles pouvaient être leurs préoccupations en matière de découverte, qu'est-ce qui les intéressait le plus dans leur activité, pour le développement de leur activité. Et ensuite, on a pu, comme cela, déterminer quelles étaient les zones les plus soumises à ces pressions que soulevait Andy. Et mes collègues du parc d'Armorique ont fait la même chose à partir des sentiers. Alors le fait est qu'eux, ils arrivent à intégrer des activités non encadrées, alors que nous, on s'est consacré et concentré sur les activités encadrées. Il se trouve que quand même, l'Iroise est une mer qui n'est pas facile d'accès, et que les activités encadrées dominent et sont majoritaires dans les flux touristiques qui se déroulent sur mer. Luc Barbier, je reviens vers vous. Sur votre réserve de biosphère, sur vos territoires, vous avez déjà appliqué le schéma, disons, non, je vais trop vite. Vous avez déjà collecté ces données? Oui, alors en vrai, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire dans la petite catégorie parce que c'est compliqué de discriminer ce qui relève vraiment. C'est quoi l'impact de l'accueil des visiteurs sur un espace naturel? C'est vraiment pas simple et on sait que des sites très sensibles, avoir peu de visiteurs, c'est suffisant pour créer une grosse dégradation, une grosse perturbation. Et par contre, est-ce que si on passe à 10, à 100, à 1000, à 10 000, à 100 000, c'est quoi l'impact? Physiquement, on sait le mesurer. Si un chemin commence à être très dégradé, on va considérer qu'on a un gros impact. Mais il y a des endroits où c'est vraiment pas évident de mesurer l'impact des visiteurs sur certains espaces. Mais c'est pas évident de le mesurer, mais bon, faut quand même le faire, j'ai envie de dire. Est-ce que là, du coup, on se dote d'outils qui permettent d'affiner comme ça? Alors, déjà, l'outil d'affinage que nous, on a utilisé, c'est l'éco-compteur. C'est-à-dire le fait de pouvoir mesurer finement au jour le jour, à l'heure et au passage, en réalité, le nombre de visiteurs qui empruntent nos espaces. À partir de là, ça permet d'évaluer une pression de façon très rigoureuse. Alors que souvent, on a des estimations, on nous dit oui, on pense qu'on a beaucoup de monde, pas beaucoup de monde. En vrai, qu'est-ce que ça représente? Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à faire des scénarios de mesure de l'impact qu'ils peuvent avoir sur le monde du vivant. Mais cette partie-là, elle reste malgré tout très compliquée. Il
y a des parties théoriques. On sait que certains espaces sont plus sensibles que d'autres. Et du coup, ça permet d'imaginer dans la stratégie une meilleure répartition sur des espaces qui sont moins sensibles au demeurant et sur lesquels on peut envisager, en travaillant sur l'interprétation, sur les opportunités, de proposer aux visiteurs une offre beaucoup plus large qui peut décongestionner ou désaturer des sites sur lesquels on trouve qu'on a déjà beaucoup de monde aujourd'hui. Et la notion de perturbation ou de fréquentation, elle est aussi sur le bien-être des gens qui pratiquent leurs activités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a trop de monde sur certains chemins, la promenade n'est plus agréable pour les visiteurs. Et on peut utiliser divers outils, donc on les a effectivement testés pour certains, mais pour nous, l'élément le plus important qu'on a travaillé dans le cadre du programme, c'est vraiment mesurer la fréquentation des visiteurs très finement, et puis travailler aussi sur le potentiel qu'on avait en parallèle pour avoir une offre beaucoup plus large demain, qui va permettre de satisfaire des besoins qui sont grandissants, et en même temps, en espérant qu'on va parvenir, au travers d'une interprétation très riche, de faire que nos visiteurs vont fréquenter d'autres sites et du coup fréquenteront moins les sites sur lesquels il y avait beaucoup de monde aujourd'hui. Gérer les flux, réorienter finalement les flux en faisant des offres. Je crois que tout le monde est d'accord avec cette notion. J'aimerais qu'on prenne le temps. Alors peut-être, Andy, vous allez nous réexpliquer, nous donner un exemple peut-être, sur cette notion de pression et opportunité, le juste équilibre entre les deux. Concrètement, ça veut dire quoi? J'en profite aussi pour inviter ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Vraiment, je les relayerai autant que possible. Alors, on me dit pression, opportunité. Alors, vous parlez des opportunités. Ah non, peut-être d'abord les menaces. Alors, les menaces auxquelles nous avons à faire face ici dans le North Devon, c'est le piétinement des dunes. Alors, ça peut être positif, mais c'est souvent négatif, c'est souvent perçu comme négatif. Je pense que dans également des zones humides, il y a le problème de piétinement et de surfréquentation. Également en termes de menaces, on a les promeneurs de chiens. Quand il y a beaucoup d'oiseaux en phase de nidification, ça peut être une menace. Il y a également des menaces sociales, entre guillemets, la circulation. Par exemple, il y a des endroits où la plage est déjà remplie à 9h30 du matin et ensuite il y a un bouchon de 3 km de long. Et donc, pour la qualité de vie des habitants, c'est une vraie menace. Concernant les opportunités, sur la gestion des sites, il y a la question de la gestion du flux des visiteurs. Comment est-ce qu'on peut réduire l'impact direct sur les sites en améliorant les sentiers, les chemins? Et plus dans les terres, on a également des zones humides avec des oiseaux d'intérêt, donc on pourrait orienter les visiteurs plus vers ces sites-là. Donc pour créer des opportunités à l'intérieur des terres. Donc ça, ce sont des choses que nous essayons de mettre en place dans le North Devon. On va parler des activités, par exemple le four à charbon, qui représentent des opportunités. Et dans le cadre du schéma directeur, nous essayons d'obtenir des informations en temps réel sur les visiteurs, par exemple pour savoir si un parking est déjà complet. On pourrait proposer aux visiteurs, aujourd'hui, pourquoi pas aller dans telle réserve, plus à l'intérieur des terres, par exemple, pour éviter en amont un problème de circulation. Donc ça, ce sont des opportunités pour réduire les pressions. Oui, les opportunités sont finalement créer une nouvelle offre, réfléchir tout le potentiel des territoires et proposer autre chose pour un petit peu faire se déplacer les flux. Philippe Lenilio, sur votre territoire, alors j'aimerais qu'on parle d'un exemple précis que vous m'avez raconté. Vous disiez,
finalement, les touristes aiment découvrir sur vos mers, la mer d'Iroise, une faune de mammifères marins qui, a priori, n'aiment pas trop voir trop de monde, et en même temps, finalement, on protège bien ce qu'on connaît bien, donc c'est aussi important de faire découvrir au public cette faune-là. Donc là, on a un petit problème d'équilibre à trouver. Il ne faut pas trop déranger la faune, mais on ne peut pas la mettre sous cloche. C'est ça la question d'équilibre. Effectivement, nous, on s'est aperçu, et on le savait, hein, mais les enquêtes nous l'ont vraiment montré, là, pour le coup, c'est inscrit désormais noir sur blanc, que les prestataires de découverte s'intéressent énormément aux mammifères marins, à des espèces qui sont exigeantes, sensibles et un petit peu agoraphobes quand même. Et donc, pour éviter qu'ils scient la branche sur laquelle ils sont assis, on a partagé avec eux des éléments qui montraient clairement que plus ils dérangeaient, moins ils voyaient de choses. Plus leur activité était inadaptée à l'environnement et moins elle avait de poids et moins elle était durable, puisque les clients étaient aussi moins satisfaits. Et puis, quand même, on en parle assez peu, mais on a besoin de ces activités-là, on a besoin de cette interprétation, de cette découverte. Bien souvent, on se dit, mais il n'y a qu'à s'en débarrasser de cette activité. Alors, ce n'est pas si simple. Elle nous sert aussi à montrer, à partager avec le public, avec les habitants, une relation avec la faune, aussi sensible soit-elle, mais ça nous permet de faire découvrir des éléments patrimoniaux extrêmement importants. Et ce contact avec ces éléments patrimoniaux fait prendre conscience au public de l'importance de la protection et finalement de l'importance de la réserve de biosphère. Donc, il y a un petit peu une relation avec ces activités de découverte de je t'aime, moi non plus, et effectivement qui nous oblige à trouver un équilibre pour effectivement partager avec le public ces moments de contact, ces moments privilégiés, ne pas garder pour nous. On a envie de partager avec le public et puis éviter que cette activité ne soit trop dégradante pour l'environnement et cette faune extrêmement sensible qui intéresse ces activités. Alors, notre idée, et nous, ce que le BCHT nous a permis de faire, c'est de multiplier l'offre et de diversifier l'offre. Ne pas se concentrer uniquement sur les mammifères marins, mais leur faire découvrir aussi d'autres éléments patrimoniaux qui peuvent rentrer dans leurs activités de découverte et d'élargir un petit peu le spectre de leur offre touristique, offre de découverte, qui peut être tout aussi intéressante s'agissant du patrimoine culturel, qui est beaucoup moins sensible quand même au dérangement que l'avifaune ou les mammifères marins. Donc, vous voyez, ça nous a permis de trouver des solutions pour diversifier ces activités, pour les rendre les plus durables et en même temps partager avec le public ces moments privilégiés de contact avec la faune et de découverte qui sont tout aussi importants pour faire comprendre l'importance des stratégies de protection de la biodiversité. Et mes collègues du parc naturel régional ont fait la même chose sur les éléments patrimoniaux des îles habitées, en partageant aussi avec le public la vie des habitants et en leur permettant aussi de diversifier l'offre de découverte sur ces îles habitées, en parlant des patrimoines vivants, insulaires, que les habitants portent et dont ils sont fiers aussi. Oui, et on le verra, on aura des exemples pendant le séminaire, effectivement, de toutes ces offres, sur les 4 réserves d'ailleurs, de toutes ces offres proposées en complément. Sarah, sur Brighton, c'est pareil finalement, vous avez les mêmes enjeux. Alors on a compris que vous étiez au début de la démarche de master planning, mais vos enjeux sont les mêmes. Vous avez une côte très fréquentée qu'il faut protéger, il faut donc faire d'autres offres aux touristes. Oui, tout à fait. Nous faisons face aux mêmes enjeux et c'est particulièrement accentué du fait qu'on soit à proximité d'une grande zone urbaine. Alors, il y a des forêts autour et on a beaucoup de visiteurs qui viennent à la journée. De Londres, par exemple, a un accès très facile par train. Donc, les gens viennent à la journée,
aller à Brighton pour faire du shopping, etc. Mais ces visiteurs-là ont un impact important dans notre région et apportent peu en termes économiques. Donc, ce que nous avons voulu faire, c'est de permettre à ces visiteurs d'aller un petit peu plus loin et de rester une vie. Et là, ça apporte de la valeur économique. Donc, on a un public assez large et grâce à l'outil, grâce au schéma directeur, nous avons pu identifier des sites clés. Donc, on a identifié par exemple un site qui avait beaucoup de potentiel, qui avait beaucoup d'intérêt en termes de patrimoine. C'était assez bien localisé en termes de logistique. Alors, la collectivité locale avait également travaillé sur la restauration de ce site, qui était un parc. Et donc, l'idée, c'était de travailler en coordination avec donc, ce travail de restauration pour attirer des visiteurs grâce à des outils d'interprétation, des sentiers améliorés, des offres, par exemple la location de vélos. Donc, faciliter la venue des touristes et leur apprendre à connaître notre patrimoine culturel et naturel. Donc, avant, ça n'aurait pas forcément été une destination clé pour les visiteurs. Nous avons également travaillé avec des partenaires, donc notamment le Sussex, pour un développement durable par vélo. Donc, So Sussex, une entreprise, a permis de développer des sentiers, donc avec des sentiers à faire à vélo. Donc, il y a des routes téléchargeables pour que, peu importe son niveau de vélo, on peut accéder à toute la région. Il y a des informations concernant la sécurité, également sur l'offre de restauration, sur les chemins. Ils ont intégré donc des informations sur le patrimoine naturel et culturel. Donc, ça incite les visiteurs à venir découvrir ce milieu. Donc, il y a beaucoup d'opportunités chez nous. Merci, merci Sarah pour ces précisions. Alors, je vais vous poser la question à vous tous. Peut-être Caroline pourra aussi apporter une réponse et puis chacune des biosphères. C'est dans le chat, c'est Pierre qui vous demande, et c'est vrai que c'est un thème qu'il faut absolument aborder. Comment avez-vous pris en compte l'impact Covid, dit-il? On a constaté des flux de touristes sur les sites naturels plus importants qu'en temps normal. C'est vrai que pendant ces 3 ans, il y a eu quand même 18 mois de Covid et d'habitudes bouleversées pour les uns et les autres. Comment, dans les enquêtes terrain, comment tout ça a été pris en compte? Je ne sais pas si, Caroline, vous voulez y répondre. Alors, lorsque nous avons conçu le schéma directeur, c'était vraiment avant la pandémie du Covid. Et donc, on a dû s'adapter à cette situation. Je crois que les gestionnaires de biosphère sauraient mieux mesurer cet impact, mais il y a eu des impacts dans le cadre du projet. Il y a eu des retards, on a dû modifier des choses. Mais en termes d'impact touristique, les retours que j'ai, c'est que ça a vraiment accentué les difficultés en termes de tourisme au sein des biosphères. En dehors des confinements, où pendant ces périodes, il y avait moins de pression. En dehors de ces périodes, il y avait plus de pression car plus de gens qui restaient au niveau local, donc qui découvraient leur région locale, et ça a également présenté des opportunités de mieux connaître cet environnement local. Donc ça, c'est quand même un côté positif, mais oui, il y a eu certainement des impacts négatifs.
Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui pourraient apporter des précisions là-dessus. Qui a envie de s'exprimer parmi les 4 réserves, Sarah, Andy, Luc ou Philippe, sur cet impact Covid? Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'on peut penser aussi que peut-être les habitudes de fréquentation vont vraiment changer suite à ces 18 mois de crise? Alors, sur l'Odomarois, on a effectivement tous ressenti, je pense, les mêmes choses dans les 4 RB. On a pu le mesurer finement avec les éco-compteurs, donc ça a montré la pertinence d'avoir cet outil parce qu'on a effectivement eu un gros creux et on a eu une surfréquentation à la sortie des épisodes de confinement. Les effets bénéfiques, il y en a eu 2, au moins du Covid, c'est que les gens ont redécouvert qu'il y avait plein de choses à faire proches de chez eux et du coup, on a eu des fréquentations estivales très intéressantes avec une clientèle qui était locale et régionale. Et puis, le gros point positif pour nous, c'est que les gens ont redécouvert la randonnée, les activités de proximité, donc sans carbone. Et ils ont cherché à partir se promener de chez eux à pied ou en vélo. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur un schéma de randonnée de proximité, sur des chemins qui ne sont pas des chemins sur des espaces naturels de très grande valeur, mais qui sont proches des habitations et des lieux de vie et qui, du coup, vont nous permettre de développer une nouvelle stratégie avec les collectivités et les communes pour offrir une offre de détente et de loisirs de proximité, toute proche des habitants. Dans les autres réserves, on dit sur cet impact Covid sur les fréquentations que l'on a pu observer. Alors, je ne sais pas si Sarah, Andy ou Philippe veulent apporter leur témoignage. Je crois que c'est Andy qui y va. Hi. Yes, oui, tout à fait. Il y a eu un impact dramatique dans le North Devon. Après chaque période de confinement, il y a eu un pic de visiteurs dans la région, donc quelque chose de vraiment remarquable. Vous avez peut-être vu des images des plages bondées. Donc c'était vraiment assez dramatique. Et un petit peu la même chose que ce qu'a décrit Luc, donc des gens qui découvraient leur environnement local, plus de randonneurs. Donc, ouais, assez dramatique. C'est en fait pour cette raison que nous avons modifié l'échelle de l'application. Donc, au départ, ça devait être limité à notre zone dunaire. Et en fait, on s'est rendu compte que pour le même prix, on pouvait couvrir tout le North Devon. Et on avait vraiment besoin de ça, parce qu'il y avait des bouchons, des problèmes de circulation. Il y avait également des problèmes de comportement, donc des mauvais comportements de la part des visiteurs. Donc, c'est important pour nous d'essayer de changer ces comportements. Il y a eu des problèmes de déchets, par exemple, et de camping-car. Donc, tout d'un coup, on était inondé de camping-cars. Donc, oui, une surpression importante. Et les autorités locales ont dû répondre en proposant, par exemple, aux exploitations agricoles d'accueillir des touristes et des camping-cars. Notre infrastructure pour les camping-cars est beaucoup moins bien qu'en France, malheureusement. Ah, c'est intéressant. William pose une question qui est un peu la même, mais qui peut nous permettre, dans les réponses de Philippe et Sarah, de nous projeter encore un peu plus. Finalement, depuis le Covid, alors on y est quand même encore un peu dans le Covid, mais pas de la même manière qu'il y a 1 an et demi, mais depuis le Covid, et peut-être que par la suite, est-ce que vous vous dites, oui, les changements vont être durables. Les gens vont avoir des aspirations nouvelles et on peut avoir une fréquentation durablement plus importante. Sarah, peut-être, et puis après Philippe. Ou Philippe, allez-y, oui, allez-y, Philippe. Comme vous voulez, oui, effectivement, nous, ce qu'on a observé quand même, parce que l'accès à la mer était interdit. Donc, c'est inédit d'avoir des îles qui redeviennent complètement désertes et inaccessibles du jour au lendemain pendant une période estivale tout à fait propice à la faune, à l'installation de la faune, par exemple.
Et on s'est aperçu que la faune, les oiseaux marins, par exemple, ont reconquis des territoires qu'ils n'utilisaient plus parce qu'ils étaient en concurrence avec la fréquentation, notamment dans certains endroits un petit peu stratégiques de certaines îles, qui étaient redevenues complètement sauvages au sens non fréquenté. Donc on a eu un environnement qui est devenu finalement plus fragile parce que ces espèces rares et menacées ont reconquis du territoire, se sont installées dans des endroits qu'ils ne fréquentaient plus. Et ça, c'était une nouveauté, c'est quelque chose qu'on a découvert. Et effectivement, on observe le même phénomène juste après le déconfinement, c'est une augmentation notable de la fréquentation, d'abord pour rattraper le temps perdu, mais aussi pour rattraper les besoins de nature. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment compris, enfin, on savait, mais qui s'est vraiment exprimé dans ce besoin de contact avec la nature qu'ont les populations locales ou même urbaines. Donc on a ce pic de fréquentation qui correspond finalement à un besoin de nature, vraiment avéré, et ce qui justifie nos actions et ce qui justifie la prise en compte de ces problématiques de fréquentation à des niveaux qu'on minorait jusqu'à présent. Et ça, c'est quelque chose qui, en positivant, nous a apporté ces confinements et la pandémie. Cependant, on n'a pas toutes les solutions quand même, et ça nous a permis de communiquer, d'informer le public avec un regain d'attention sur ces problématiques-là, liées à la fréquentation, à la pression humaine sur des espaces naturels. Ça nous a renseigné aussi sur les potentialités de restauration de certains sites, grâce à cette reconquête par la faune sauvage de certains territoires. Et donc, du coup, on en a retiré plein d'enseignements finalement. Et on partage effectivement avec les autres réserves de biosphère la difficulté de gérer ces à-coups et ces non-fréquentations, passer de rien du tout à une surfréquentation est quelque chose d'assez difficile à gérer pour nous, gestionnaires au quotidien. Et ça, on l'a observé aussi. Mais en positivant, on arrive à en retirer des informations et des enseignements pour la suite. C'est pareil pour vous, Sarah, j'imagine. Cette notion d'à-coup, là, dont vient de nous parler Philippe, par exemple, à-coup de fréquentation, évolution de la fréquentation, ça a été pareil à Brighton. Oui, la situation a été assez similaire chez nous à Brighton et au niveau de la côte. On a vraiment observé deux formes de comportement vraiment distinctes avec les confinements successifs et ça a déjà été évoqué. D'abord, on a observé une meilleure sensibilité par rapport à la nature et plus d'appréciation de la nature. Et donc, c'était une période où c'était paisible, il y avait moins de circulation, on entendait les oiseaux, on voyait les étoiles. À la suite de chaque confinement, comme je l'ai dit, on a eu énormément de visiteurs qui venaient dans la région, donc c'est quelque chose de très positif. Ils venaient découvrir une région qu'ils ne connaissaient peut-être pas, c'est des gens qui seraient peut-être allés à l'étranger autrement. Mais on a également rencontré des problèmes de comportement, donc notamment des déchets dans la zone littorale. Il y en avait beaucoup plus de chiens et peut-être potentiellement des problèmes entre les chiens et la faune sauvage. Donc, c'est vrai que c'est à nous, en tant que gestionnaires de sites naturels, d'impliquer nos visiteurs et de les faire comprendre leur impact et comment ils peuvent avoir des comportements qui n'auront pas au moins d'impact négatif, donc que ce soit en termes de déchets ou autres. Donc, transmettre ce message, si par exemple il n'y a pas de poubelle, ramenez vos déchets avec vous. Si vous vous promenez avec votre chien, voilà, s'il n'est pas tenu en laisse à certaines saisons, ça peut avoir un impact sur la faune sauvage. Donc, c'est notre rôle de travailler ensemble en tant que partenaires pour développer des messages qui parlent aux visiteurs. Alors oui, on veut encourager plus de visiteurs à venir découvrir
ces sites naturels, mais c'est à nous de les encourager à les apprécier de façon responsable. On va avancer un petit peu dans tous les thèmes qu'on doit explorer sur ce schéma et ce master planning. Caroline, une question qui me semble importante. Alors, l'exemple du Covid montre que les fréquentations évoluent. Comment on fait pour mettre à jour les données? C'est-à-dire qu'on a les outils de collecte de données. Est-ce qu'il y a des outils de mise à jour qui ont été imaginés? Alors, l'outil est un outil très souple, finalement. La conception a été faite en collaboration avec Andy et avec un consultant pour être facilement mis à jour avec de nouvelles données. Donc, des utilisateurs peuvent entrer leurs propres données et faire tourner l'outil. Et donc, c'est comme ça qu'il a été conçu et on espère pouvoir faire diffuser ce message, qu'on peut l'utiliser de cette façon. Ok, merci Caroline. J'aimerais que nos amis en régie technique puissent afficher la question d'Anita qui demandait si les pics de fréquentation pouvaient amener la question de mettre sous cloche ou pas certains espaces. Et si je trouve la question d'Anita tombe bien, vous allez y répondre, mais on va y répondre plus largement si vous voulez bien. Parce que je m'adresse aux 4 managers des biosphères. Vous lèverez la main pour celui ou celle qui voudra répondre. Le master planning, le schéma d'aménagement, vous me l'avez tous expliqué, il est aussi destiné évidemment à aider à des prises de décision politiques, pour des politiques touristiques sur les différentes régions, pour faire les bons choix et pour planifier finalement les choses. Alors, est-ce que finalement, vous êtes tous d'accord avec ça et est-ce qu'il est facile de mettre tout le monde d'accord sur une planification? Parce que ça concerne beaucoup de partenaires. Qui veut répondre à cette question? Ne vous battez pas. Moi, je propose de commencer, mais je dois vous dire aussi que c'est une question de statut. Il y a la possibilité, effectivement, d'utiliser le master planning et ce genre d'outils pour sensibiliser le monde politique à prendre des décisions. Mais certains gestionnaires, comme par exemple nous, le parc naturel marin d'Iroise, on a pour fonction aussi de proposer de la réglementation. Et nous avons proposé d'étendre la réserve naturelle d'Iroise. Donc, nous avons besoin de renforcer la protection dans les zones clés qui sont les plus fréquentées. Et nous avons multiplié par 30 à peu près la surface de la réserve naturelle, qui est différente d'une réserve de biosphère. Une réserve de biosphère est un endroit où on labellise, la réserve naturelle est un endroit où on réglemente. Donc, il se trouve que l'outil réserve naturelle est un outil franco-français. Il est décliné de façon différente, je pense, de l'autre côté de la Manche, mais c'est un outil que nous utilisons pour renforcer la protection. Et nous avons du coup, alors ce n'est pas lié véritablement à BCHT parce que ce n'est pas une mince affaire comme vous le rappeliez, c'est assez long, c'est un processus assez long qui nécessite de concerter toute la réglementation, de la concerter avec les usagers, avec les habitants pour arriver à fermer des sites qui sont beaucoup trop fragiles finalement, avec notamment des éléments patrimoniaux qui cohabitent mal avec les activités humaines, fussent-elles limitées, durables, etc. Donc on a, nous, lancé ce processus de renforcement de la protection par la réglementation. C'est un processus qui nous est, qui est rendu possible par notre statut législatif. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les réserves de biosphère, mais nous avons cet outil-là. Et évidemment, tous les diagnostics que nous avons réalisés grâce au projet BCHT ont permis d'amender et d'alimenter cette réflexion assez longue de renforcement de la protection en interdisant l'accès à certains sites. Luc Barbier, j'aimerais vous entendre sur ce point-là, parce que c'est vrai que si on dit on a là un outil de planification dans le temps des politiques touristiques, quand on sait combien de personnes peuvent être autour de la table et combien de structures, y compris des collectivités locales par exemple, on se dit sur quelle base minimum commune on travaille finalement, parce que les intérêts peuvent être différents.
Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'en fait, on a eu deux difficultés qui ont été proposées. C'est d'une part, on a eu beaucoup de monde sur des instants très courts et du coup, ça a mis une énorme pression. Et le deuxième phénomène, c'est que la faune et la flore ont repris des habitudes, se sont réinstallées sur des lieux, et puis avant qu'elles aient terminé leur cycle de vie ou de reproduction, elles se sont repris une grosse fréquentation, voire plus importante qu'avant. Et du coup, le Covid, il a pu avoir un effet très négatif. Il nous a montré que les espèces étaient capables de s'adapter, de reprendre très rapidement leur place, et en même temps que si on ne contrariait pas certaines fréquentations, on pouvait aller détruire ce que les espèces avaient commencé à recoloniser. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et du coup, ce qui fait que sur les espaces les plus sensibles, je pense que si on aura d'autres crises sanitaires, hein, je pense que tout le monde est assez convaincu avec ça, on l'espère tous d'une faible ampleur, mais si demain on avait des crises aussi importantes avec des mêmes effets, il y a peut-être les espaces les plus sensibles sur lesquels il faudrait qu'on envisage une fermeture pour tranquilliser complètement le cycle complet de reproduction et éviter des effets désastreux qu'on a pu avoir avec des fréquentations inappropriées, avec des chiens, avec des tas de choses qu'on ne voyait pas forcément auparavant. Et puis, du coup, il faut qu'on trouve des solutions de repli. Et les solutions de repli, moi, je pense que, nous, ce qu'on est en train de réfléchir aujourd'hui, c'est vraiment la randonnée de proximité, c'est-à-dire réutiliser des chemins qu'on n'utilisait plus, qui n'ont pas forcément de vocation, leur redonner un intérêt et de faire que les gens, ils trouvent les espaces de nature et détente dont ils auront de toute façon besoin, proches de chez eux, mais sur des espaces qui ne sont pas des espaces de grand intérêt biologique. En fait, les gens qui vont se promener, il leur faut quoi? Un très joli paysage. Ça correspond peut-être à 90% de l'intérêt des visiteurs qui viennent chez nous. Un très joli paysage, ça attire du monde et c'est pas forcément fragile. Ça peut être une très belle pâture avec des coquelicots. C'est suffisant pour que les gens ils aient un très bon coup d'œil et que ça leur suffise. Et du coup, à nous de trouver ces endroits-là avec les habitants, avec les associations, avec les élus. À nous de voir comment on peut mettre ça en musique, comment on peut mettre ça en valeur pour que les gens, du coup, ils attrapent de nouveaux réflexes de détente et qu'ils se disent que les espaces de nature, de grande nature, c'est des espaces exceptionnels qu'on doit fréquenter de façon exceptionnelle et qui potentiellement pourraient être fermés parce que leur exceptionnalité le justifie. Sur cette question de la planification, Andy Bell, donc pour le Nord-Devon, vous m'aviez dit le master planning va servir à la planification des collectivités pour les 10 ans à venir. Alors même au-delà là, de l'incident Covid, de cette crise sanitaire, et il y en aura peut-être d'autres, mais au-delà, est-ce que c'est possible de coordonner tout le monde pour une grande planification des politiques touristiques ? Yes, good question. Oui, bonne question. Alors, avec le schéma d'aménagement qui a été développé, en fait, alors, si quelqu'un vous propose un modèle qui sait tout faire, ne faites pas confiance parce que c'est pas possible. Alors, un modèle ne pourra pas vous donner toutes les réponses, mais le point de départ, c'est le dialogue. Comme le dit Luc, on peut échanger avec les parties prenantes et c'est un processus assez long. Mais en ouvrant ce dialogue, on peut aborder des notions, par exemple, la capacité d'accueil d'un site et donc fixer des seuils, par exemple, et donc développer la résilience du site. Donc cet outil nous permet d'aborder ces aspects avec les parties prenantes. Donc, si on revient 10 ans en arrière, dans le North Devon, l'idée c'était de faire venir le plus de visiteurs possible et on voulait que la plage soit remplie de monde, que les hôtels soient affiches complets, etc. Alors, par la suite, on s'est rendu compte qu'en fait, l'environnement local, il faut en prendre soin. Donc, il faut commencer à parler des attitudes et travailler avec le secteur du tourisme
pour mettre en place des mesures, par exemple des sentiers, aménager différents chemins. Par exemple, avec le système dunaire, on a dit le système dunaire est parfois fragile. Et il y a des plantes et des insectes spécifiques qui ont besoin de ce milieu et du sable. Donc, en fait, on a parfois besoin du piétinement pour aménager ce lieu. Donc, les visiteurs peuvent servir d'outils pour améliorer l'habitat. Donc, on peut travailler avec eux. Mais à l'inverse, on a par exemple des zones humides où il faut limiter le nombre de visiteurs. Et donc, il faut par exemple peut-être des sites qu'on va sacrifier. Alors, donc, l'outil nous permet de planifier l'avenir. Et donc, c'est l'opportunité non seulement d'intégrer d'autres données pour que d'autres gestionnaires puissent créer leur propre schéma directeur, mais également la possibilité de changer certaines valeurs, par exemple pour le vélo. Et là, on va identifier les opportunités et on va voir comment on réduit les pressions parce que ça nous permet de tester une politique. Donc, le modèle, il faut environ 10 à 15 minutes pour le faire tourner, donc c'est assez rapide et ça permet de tester différentes politiques. Donc, l'idée, c'est de travailler ensemble, ouvrir le dialogue, tester les différents scénarios et trouver une solution qui relève du bon sens pour les 10 prochaines années. Donc, ce qu'il faut faire, c'est il faut obtenir ces données, il faut les rentrer, il faut les suivre et ça servira de fond pour créer une trajectoire, une sorte de trajectoire idéale pour un site donné. Il y a du boulot, hein, c'est ça que vous nous dites tous. Il y a plein de possibles et plein de boulot à faire. Sarah, vous n'allez pas dire le contraire. Hein, je crois que vous aimeriez aussi que toutes ces données, notamment toutes les données très locales hein, qui peuvent être recueillies, servent plus largement à établir le plan de restauration de la nature. Yes, absolutely. Oui, tout à fait. Ouais, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Andy. La modélisation sera à la hauteur des données qu'on rentre. Donc, en tant que gestionnaire, la récolte des données doit faire partie de notre planification. Cet outil a l'avantage également de faire travailler ensemble différents aspects, donc les sites naturels avec les données touristiques, etc. Comme l'a dit Andy, ça nous sert de guide, mais il faut continuer à suivre. Il y a des changements, donc on ne peut pas rester sur un résultat donné en disant, bah voilà, voici ce que le modèle a dit. Non, la nature continue et en perpétuelle évolution. Donc, il faut continuellement essayer de comprendre les changements et donc promouvoir les sites en tant que gestionnaire et de travailler ensemble avec les partenaires pour atteindre l'objectif souhaité. Caroline, on a bien compris que l'Université d'Exeter avait fait un gros travail et poursuit un travail important sur l'outil lui-même, la collecte de données, les modèles de recueil de données. Est-ce que vous intervenez aussi en conseil au regard de tous les sujets que l'on vient d'aborder? Est-ce que vous avez un rôle de conseil auprès des acteurs? Sorry, are you asking about our role? What's the advice? Alors, si j'ai bien compris, est-ce que la question, c'est sur notre rôle dans le cadre du projet? Alors, plus précisément, parce que le rôle, comme je dis, je reformule, votre rôle technique, on l'a compris, mais je me demandais si l'université pouvait intervenir comme conseil à la prise de décision hein, après l'analyse des données.
Alors, tout ce travail a été mené en partenariat et donc ça a été une relation mutuellement bénéfique. Alors, parce qu'on peut rassembler différentes données, on a plus de marge de manœuvre dans notre rôle. Et donc, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble dans le cadre des différentes réserves de biosphère. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Plus ou moins, mais peut-être, si ça se trouve, c'est les réserves elles-mêmes qui vont m'apporter une réponse, peut-être, sur est-ce que l'université d'Exeter apporte aussi, on va dire, je cherche un terme, un conseil, vraiment un conseil stratégique. Au regard de l'analyse des données, voilà quelle décision on pourrait prendre. C'est un exemple. Oui, non? Vous pouvez me faire non de la tête, je vous vois tous en fait. Je vous vois. Bon, personne ne veut répondre trop à cette question. C'était peut-être un peu trop. Non, moi je peux tenter. Je pense que si on arrive à évoquer des scénarios, c'est intéressant. Après, comme disait Andy, il faut les confronter aux volontés locales. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en capacité de faire, dans quel délai on est en capacité de réagir, parce que là, le Covid, en l'occurrence, il nous a tous pris à revers. On s'est retrouvé très rapidement à devoir imaginer ou même pas pouvoir imaginer de solution parce qu'on n'avait pas le droit de sortir de chez nous. C'était vraiment difficile à mettre en œuvre. Et après, le vrai problème, la vraie solution, c'est vraiment sur l'espace de concertation du territoire de la réserve de biosphère, comment on arrive à mettre en synergie l'ensemble des acteurs pour développer toute la série d'opportunités et de solutions qui permettront de continuer à accueillir les visiteurs et préserver le bien-être des habitants. Et je pense que ça a été dit par Caroline et puis par Sarah également. Il y a à la fois les habitants, on parlait aussi, qui doivent continuer à bien vivre dans leur territoire, et il y a nos visiteurs qui doivent être bien accueillis. Et ce travail-là, c'est un énorme travail d'animation au quotidien pour qu'on trouve le meilleur compromis pour préserver la nature et accueillir les visiteurs dans les réserves de biosphère. On avait dans le chat une question de Ben qui revenait sur cet enjeu de sensibilisation des populations et finalement, il demande si on peut s'appuyer sur la jeune génération qui pourrait être un vecteur intéressant pour sensibiliser plus largement le public en fait. Qui veut répondre? Faites-moi signe, celui ou celle qui veut bien répondre à la question de Ben. Sous-entendu, je vais essayer de reformuler parce qu'il va bien falloir qu'on réponde à Ben quand même. Sous-entendu, est-ce que le jeune public, les jeunes touristes finalement, ont un comportement ou ont eu une sensibilité peut-être plus accrue, plus importante et qu'ils peuvent être un bon vecteur pour les enjeux de protection de l'environnement, de vos biosphères? Je pense que c'est une évidence. Ils font partie de la population de la réserve de biosphère. Je pense qu'ils ont d'autres attentes. Ils sont beaucoup plus sensibles à tous les problèmes environnementaux, carbone, etc., que nous, on a pu l'être à leur âge. Ils utilisent d'autres outils de communication qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides que, moi je parle pour moi au moins, que ceux que j'utilise au quotidien. Et du coup, c'est forcément... tout ce qu'on est en train de faire, quelque part, c'est pour préserver l'avenir et eux, ils font partie de l'avenir. Sarah, vous vouliez aussi apporter une réponse? Oui, je rejoins les propos de Luc. La jeune génération ont une importance capitale
pour nos réserves de biosphère. Ils sont très sensibilisés à des questions environnementales. Ils sont très actifs au Royaume-Uni. Il y a eu des grèves pour le climat, par exemple. Donc, ça a été une période difficile pour les jeunes parce qu'ils n'étaient pas à l'école, mais c'est vrai qu'on travaille ensemble avec les jeunes sur des questions de pédagogie, l'apport de compétences dans le domaine environnemental. Ils ont cette énergie et c'est également une porte d'entrée dans les familles pour aborder des questions environnementales. Donc, une fois que les jeunes sont vraiment inspirés par l'environnement naturel et ce qu'ils peuvent faire pour le protéger, ils ramènent ce message à la maison. Si certains d'entre vous ont de jeunes enfants, je pense que vous comprendrez leur pouvoir de faire changer les avis au sein de la famille. Donc, c'est très important d'utiliser leur dynamisme et d'utiliser leur créativité. Ils ont beaucoup de nouvelles idées sur comment aborder ces problèmes et ils ont également une approche très positive et donc ça permet de changer les perspectives. Donc, c'est vraiment à double voie en termes d'enseignement. Donc, nous, on peut partager notre expérience, mais eux aussi également. Andy, vous êtes d'accord? Oui, entièrement. Sarah et Luc, ils ont déjà dit tout ce que j'aurais dit. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut que le produit fonctionne pour les locaux. Donc, il faut que ça ait une pertinence au niveau local avant de parler des visiteurs. Alors, le projet s'intéresse à cette connexion entre l'homme et la nature et recréer ce lien. Et du coup, forcément, travailler avec la jeune génération, c'est capital. Il faut que nos résultats soient pertinents pour les jeunes. Alors, en termes financiers, il faut travailler avec peut-être les personnes un petit peu plus âgées parce que ça a son importance. Mais en termes de retour, il faut absolument travailler avec les jeunes. Donc, pas seulement à l'horizon de 5 ou 10 ans, mais bien au-delà. Il faut parler des cycles de vie bien au-delà. Donc, pas uniquement pendant les 3 prochaines années. Le business, le retour financier avec les plus âgés, mais l'acculturation, la sensibilisation, il faut vraiment s'appuyer sur les jeunes. Ça répond bien à la question que nous posait Ben, en tout cas. On va arriver bientôt à la fin de cette table ronde. J'aimerais qu'on se projette sur l'avenir de ce schéma, de ce master planning. On a bien vu que chaque réserve en est à un moment différent dans le développement. On peut faire peut-être un dernier petit tour de prise de parole des uns et des autres. Je vais commencer avec vous, Sarah, parce que vous nous l'avez dit dès le départ, vous êtes encore en développement. Donc, beaucoup de choses restent à faire dans la mise en place du master planning. Vous avez l'air très optimiste. Les premiers retours sont très positifs. Quel est votre calendrier, au fond? Quels sont vos deadlines? Alors, cette partie du projet devrait se terminer vers la fin de l'année et ensuite on pourra l'utiliser dans le cadre du développement de nos politiques locales. Donc, on va voir comment ça évolue et comment on peut continuer à intégrer de nouvelles données dans l'outil. On veut également travailler avec nos planificateurs sur l'outil. Au-delà, on a déjà bien vu le potentiel de ce projet, de cet outil, pardon. Et donc, dans notre milieu marin, pour nous, c'est une zone d'opportunité d'investissement dans l'environnement, avec éventuellement des bénéfices secondaires.
Donc, pour moi, j'ai vraiment très envie de travailler avec d'autres réserves de biosphère, notamment avec l'IRWAS pour le côté marin. Mais je sais que le Mario do Marois a également beaucoup de choses intéressantes à proposer. Alors, donc, l'idée, c'est de tirer les enseignements de ce projet pour pouvoir les mettre à bénéfice dans d'autres projets. Merci beaucoup, Sarah. Alors oui, Philippe aurait pu vous répondre. On a perdu la connexion avec Philippe pendant un petit moment, mais bon, vous aurez l'occasion d'échanger ensemble pour imaginer l'avenir et tout ce que vous pouvez continuer de co-construire. Andy Bell, dans le North Devon, vous êtes déjà pas mal avancé dans votre master planning. C'est quoi son avenir? C'est quoi la suite? Alors, un petit peu comme l'a dit Sarah, le but, c'est de l'utiliser dans notre planification locale. Alors, on va continuer à le mettre à jour et réévaluer ces données. Ce qu'on veut faire, c'est travailler à une échelle beaucoup plus large. Donc, sur une zone terrestre, mais également maritime. Donc il faut continuer à suivre ces données et les scénarios qu'on obtient. Donc, dans le modèle, on peut tester différents scénarios. Donc, par exemple, le maintien à l'état actuel ou d'autres possibilités. Et nous, le scénario qui nous correspondait le plus, c'était une sorte avec des gardiens de l'environnement. Ok, merci beaucoup Andy. Caroline, c'est pareil, je pense que l'Université d'Exeter n'a pas fini de travailler sur ce gros projet. Vous êtes encore en développement. Yes, we are. The major role for us before the end of the project is really to make sure that we've got as much of the information out there and usable to partners and beyond. So in terms of getting everything in reports and accessible and getting that, taking that forward. But it's really exciting for us to hear everybody's plans and we will try and work with the biospheres going forward and support them if we can. Subject to funding and so on, but yeah. Ok, on a eu un problème, nous n'avions pas la traduction française pendant l'intervention de Caroline. Donc, si on peut avoir juste en résumé. Oui, en résumé, donc voilà. Oui, vraiment très positif. Donc le plus important pour nous, ça va être de diffuser ces informations vers les partenaires et garder ce lien avec les 4 réserves. Et c'est vraiment super pour nous de voir comment les schémas évoluent. Voilà. Donc voilà, continuer à diffuser, à partager. Pardon pour ce décalage, mais voilà, ça arrive dans la traduction. Continuer de partager, de diffuser auprès des partenaires pour que le projet avance et se développe encore. Luc Barbier, j'imagine que pour vous, dans le Marais au Domarois, c'est pareil, ce schéma, il n'est pas bouclé, il n'est pas fini. Vous allez poursuivre ce travail D'autant plus qu'on imagine d'ici 2 ans passer de 22 à 105 communes pour la réserve de biosphère. Donc, ça veut dire que ce qui paraît acquis aujourd'hui sera remis sur le plan de travail très rapidement. Donc, ça veut dire forcément on va continuer aux travaux. Je pense qu'on va travailler, on a commencé à travailler sur les aires d'accueil de la réserve de biosphère. Comment faire que les visiteurs, quand ils arrivent chez nous, ils se retrouvent sur les valeurs de la réserve de biosphère avec des notions de qualité. On va continuer à travailler sur tout ce qui est randonnée pour connecter complètement le territoire et avoir une offre très large pour nos visiteurs. On continue à bosser sur le bien-être des habitants. On va renforcer le réseau d'éco-compteurs, c'est-à-dire avoir une évaluation instantanée de plus en plus fine de la fréquentation qu'on peut avoir sur un certain nombre de sites. On va continuer à développer le réseau d'éco-acteurs pour, valoriser toutes ces idées qui sont fortes pour nous.
Et puis après, on va aussi, on a commencé à travailler vraiment sur l'interprétation et sur des grands ensembles sur lesquels on était assez peu présent. Par exemple, on a une vallée industrielle et on en parle très peu. Alors que pour les habitants, c'est très important qu'il y a certaines entreprises qui ont ouvert des showrooms ou des espaces où ils présentent leurs activités et ça fait partie de la vie de la réserve de biosphère. Donc, on peut aussi élargir l'offre pour nos visiteurs pour que, voilà, quand ils fréquentent certains sites industriels ou des sites urbains sur lesquels il y a des impacts environnementaux très faibles, on répond à une vraie demande, on est valorisant et on est plus tranquille. Et puis, on réfléchit aussi sur les maisons de sites, c'est-à-dire se dire que par grands ensembles paysagers, on puisse avoir des lieux d'accueil qui informent, qui sensibilisent et qui donnent les valeurs de la réserve de biosphère. Merci beaucoup, Luc. Donc, on a forcément plein de pistes de travail pour des partenaires pour les années qui viennent. Pas de risque de s'endormir, hein. On ne va pas s'endormir sur ce qui a déjà été fait. Philippe, vous êtes revenu parce qu'on vous avait perdu, donc ravi de vous retrouver. Mais on conclut là juste, mais j'imagine que pour vous c'est pareil, ce travail d'aménagement, d'interprétation de toutes ces données que vous continuez à recueillir, il n'est pas fini. C'est quoi vos projets? C'est quoi la suite? Oui, non, excusez-nous, on a un problème de connexion qui est instable, qui est devenu instable totalement. Donc, le temps de changer de machine, on vous rejoint. Juste pour dire que je partage tout à fait l'avis de mes collègues. Ça va nous amener sur une dizaine d'années de travaux. En plus, nous, on est en phase de renouvellement de la réserve de biosphère, ce qui effectivement va être très important pour nous, hein, la période qui vient, pour digérer toutes ces informations et effectivement en collecter de nouvelles pour comprendre comment évolue la fréquentation, et on va utiliser des outils comme ceux qui ont été mentionnés, c'est-à-dire des maisons de réserve, etc., des sentiers d'interprétation qui permettent de diversifier l'offre, de diversifier la pression touristique et la fréquentation sur des et mieux la ventiler sur des territoires qui sont moins fragiles. Donc effectivement, un travail qui est constamment remis en cause par les évolutions. Donc à nous de les suivre, à nous de nous adapter à l'évolution de l'activité touristique pour proposer des solutions alternatives qui permettent effectivement de garantir ces activités et aussi la conservation des éléments patrimoniaux qui maintiennent ces activités. Alors, je suis vraiment désolé de ne pas avoir suivi tous les débats. J'avais plein de trucs à dire. Ce que je peux vous dire, Philippe, c'est que Sarah de la réserve de Brighton, The Living Coast, disait qu'elle aimerait bien continuer à travailler avec votre réserve de biosphère sur tout l'aspect maritime, c'est-à-dire que les échanges puissent évidemment continuer et se poursuivre encore. Voilà, merci vraiment beaucoup à vous cinq, à Sarah, à Andy du Nord-Devon, à Caroline de l'Université d'Exeter, à Luc dans le Haut-Domarois, à Philippe des îles et de la mer d'Iroise. Merci à vous cinq parce que grâce à vous, ce matin, on a plongé finalement au cœur de ce qu'a été le BCHT. Vous avez aussi parlé de ce qui va faire la suite de ce séminaire, notamment cet après-midi. On reviendra sur les éco-acteurs, sur ces réseaux formidables qui sont mis en place et qui se développent. On reviendra sur la notion de tourisme durable. Merci à vous d'avoir suivi de manière concentrée cette première partie du séminaire. On se retrouve à 14h30 heure française, le temps d'aller manger, 13h30 heure anglaise. Bon appétit à tous. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir à toutes et à tous.